La conférence de ce matin va porter sur la spécificité des pratiques en milieu CALAX, dans les ressources de type CALAX. Alors, on va regarder le plan. Alors, pour commencer, je vais vous présenter brièvement l'organisme pour lequel je travaille, c'est le CALAX de l'Ouest de l'île. Ensuite, on va parler du mouvement des CALAX. Donc, je vais faire un survol historique du contexte à la période que les CALAX ont été créés. On va aussi parler des conséquences des agressions à caractère sexuel, les besoins des survivantes et l'approche féministe comme trame de fond de l'intervention dans les ressources de type CALAX. Et si on a le temps, je vais vous parler des défis des ressources de type CALAX et on va avoir une période pour les questions et l'échange. Donc, CALAX signifie Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Alors, la mission du CALAX de l'Ouest de l'île et plusieurs des CALAX, c'est vraiment de lutter contre les agressions à caractère sexuel. Le CALAX est aussi un organisme féministe. Donc, d'emblée, juste là, dans la mission, on voit qu'on est un organisme qui est politisé. On offre des services aux femmes qui ont vécu une agression à caractère sexuel. Pour faciliter la présentation, je vais parler de survivantes aujourd'hui. Ça va faciliter les choses. Et on offre des services de prévention dans la communauté. Alors, les CALAX, une spécificité des ressources des CALAX, c'est qu'il y a toujours 4 volets de travail. J'ai aussi inclus un 5e qui est la gestion. Alors, les volets de travail, c'est l'aide directe, dont les services d'aide aux survivantes, la sensibilisation, donc toutes les activités qui visent à prévenir et informer sur les agressions à caractère sexuel. Donc, ça peut être dans différents milieux. La lutte, donc toutes les activités qui visent à amener la parole des survivantes à un autre niveau qui fait en sorte qu'il peut y avoir des changements structurels, des changements, des améliorations de services, changements de loi. Et le militantisme qui est vraiment la vie associative de l'organisme. Donc, les femmes qui viennent pour des services dans le CALAX peuvent s'impliquer et militer contre les agressions à caractère sexuel. Aussi les femmes de la communauté. Je vous parle aussi brièvement de la gestion. C'est aussi la façon que l'organisme est géré, la gouvernance est aussi colorée de l'approche féministe, donc de type collectif, participatif ou de co-gestion. Alors, on a un énoncé de vision. Alors, nous voulons enrayer les agressions à caractère sexuel et vivre dans un monde exempt de violence. Pour y parvenir, l'aide directe, la prévention, la lutte doivent se retrouver en interaction continuelle. Nous souhaitons bâtir une société composée de membres économiquement, socialement et politiquement égaux et enrayer l'ensemble des systèmes d'oppression en reconnaissant l'intersection entre le patriarcat et d'autres contextes d'oppression. Les valeurs qui guident notre travail sont l'égalité, la solidarité et l'empowerment. Donc, on voit là toute cette question que je vous ai dit des différents volets de travail qui doivent se retrouver en interaction continuelle au sein de l'organisme pour offrir des services d'aide, mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait des transformations sociales. Alors, les objectifs, soutenir les survivantes, éduquer sur la question de la problématique de la violence sexuelle, lutter contre la violence envers les femmes et pour la reconnaissance de leurs droits et libertés, puis favoriser la prise de parole, l'entraide et l'implication citoyenne des femmes qu'on retrouve beaucoup dans la vie associative de l'organisme, c'est-à-dire le militantisme. Alors, on va parler maintenant de façon générale des CALAX. Alors, au niveau historique, c'est important de vous dire que dans les années 70, le mouvement féministe ici au Québec était vraiment influencé par le mouvement féministe américain.
Puis, à cette époque-là, il n'y avait pas de ressources pour les survivantes. Donc, il y avait les hôpitaux, mais des fois, les hôpitaux refusaient les survivantes ou ne savaient pas où les placer. Il y avait une méconnaissance de la problématique à l'époque, puis il y avait beaucoup de préjugés qui étaient véhiculés à l'égard des victimes d'agressions à caractère sexuel. Donc, il y avait ce contexte-là. Parallèlement à ça, qu'est-ce qui se passait? C'est que les féministes critiquaient les thérapies plus traditionnelles en psychologie. Donc, le vécu de violence des femmes était perçu plus comme une pathologie individuelle. Donc, un diagnostic était posé, mais toute la question des causes sociales, politiques était évacuée. Donc, à ce moment-là, les féministes d'ici, inspirées encore par les féministes des États-Unis, ont voulu proposer une alternative à cette situation-là. Donc, l'alternative, c'était une analyse féministe des agressions à caractère sexuel. Donc, une analyse qui était sociale. Donc, on ne parle pas d'un problème individuel, mais un problème qui touche le groupe, plusieurs femmes, donc pas seulement le problème d'une personne. Il y avait aussi, dans les façons de faire, les féministes ont proposé une alternative aux thérapies plus traditionnelles qu'on va parler un peu plus tard dans la présentation, comment ça se concrétise, l'approche féministe avec les survivantes. Donc, c'est dans ce contexte-là que sont nés les CALAX. Et vous avez parlé cette semaine beaucoup de violences conjugales aussi. C'est à cette époque-là aussi qu'ont été créées les maisons d'hébergement puis le centre de femmes. Donc, c'était vraiment une période où le mouvement féministe était en émergence puis il y avait beaucoup de ressources qui étaient créées. Alors, au début, vraiment, c'était un regroupement de survivantes qui ont commencé les CALAX. Donc, c'était des femmes qui ont un vécu d'agression sexuelle, se sont regroupées, puis ont fait face, ils savaient que les survivantes faisaient face à plusieurs obstacles quand ils demandaient de l'aide. Donc, étant donné ce contexte, ils ont décidé de se regrouper pour créer des ressources pour les survivantes. Alors, à l'époque et toujours aujourd'hui, ce sont des centres par et pour les femmes. Donc, tout le monde qui fait partie des CALAX sont des femmes. Alors, ce sont des groupes autogérés par les femmes, incluant les travailleuses et les militantes qui en font partie. Alors, avec ce mouvement des CALAX, on assiste à une nouvelle vision des agressions à caractère sexuel. Donc, le viol, c'est pas vu comme un acte sexuel, mais un acte de violence. Okay? Donc, c'est une nouvelle perspective. Le mouvement des CALAX adhère au mouvement féministe radical. Donc, radical signifie racine. Racine disant quelle est la racine du problème qu'on voit dans la société de violence sexuelle. Donc, c'est vraiment à cause du patriarcat. Donc, le système patriarcal qui fait en sorte qu'il y a des pouvoirs entre les sexes et donc un problème de violence sexuelle à l'égard des femmes commis majoritairement par des hommes. Donc, c'est ça. Et l'approche féministe se retrouve un peu partout dans toutes les activités, comme j'ai dit tout à l'heure, des ressources de type CALAX. Donc, autant la façon que l'intervention est faite dans ces ressources, aussi le fait de pouvoir s'impliquer, donc de redonner à la communauté, rentrer pour recevoir des services, mais ensuite pouvoir redonner et s'impliquer. Et apporter des changements, bien sûr, et aussi la façon que les centres sont gouvernés. Donc, le type de gouvernance à l'intérieur même des ressources. Qui sont une gouvernance où tout le monde, au début, tout le monde faisait partie de la prise de décision. Hein, c'était des petits groupes. Une perspective intersectionnelle. Il y a eu un moment où, disons dans les années 80, ou peut-être même avant, où
le mouvement féministe plus majoritaire ou mainstream était critiqué du fait que le focus des oppressions était vraiment mis sur la question du sexisme, les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et puis, c'est là que toute l'analyse des différents systèmes d'oppression est venue et comment l'intersection l'intersection des systèmes d'oppression peuvent se manifester dans la vie des femmes qui ont différentes identités. Donc, cette approche-là, cette perspective-là a fait partie aussi des ressources de type CALAX. Alors, on va rentrer dans un autre registre. Donc, on va regarder les conséquences des agressions à caractère sexuel. Alors, une chose sur les conséquences, c'est qu'il y a des facteurs qui influencent comment ces conséquences vont se manifester et l'intensité des conséquences, par exemple. Et je peux vous en nommer quelques-uns. Par exemple, le lien entre l'agresseur et la victime. Qui est cette personne pour la survivante? Un autre facteur, c'est la durée et la fréquence, l'âge de la survivante. Donc, si ça a commencé à l'enfance, par exemple, ou à l'âge adulte. Et aussi la réaction des gens, de l'entourage lors du dévoilement. Donc, ce sont des facteurs qui peuvent influencer les conséquences. On peut parler de conséquences physiques, comme on voit ici, et psychologiques. Ce qu'on voit plus dans les ressources de type CALAX, c'est vraiment les conséquences psychologiques. Les femmes qui viennent ont parfois vécu une agression sexuelle dans leur passé. Des fois, c'est récent, mais c'est peut-être plus dans les centres désignés qui vont voir les conséquences plus physiques. Quand on parle de conséquences physiques, on a ici blessure, mais on pourrait parler de douleur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est les douleurs physiques qui se manifestent dans le corps, qui ne sont pas directement en lien avec une blessure, disons. Donc, une somatisation. Alors, on voit ici les conséquences des agressions à caractère sexuel au niveau psychologique et comme vous voyez, ça touche toutes les facettes d'une personne. On parle des conséquences émotionnelles, identitaires, comportementales, relationnelles, sexuelles. On pourrait aussi parler spirituelles. Donc, c'est vraiment, ça touche la personne dans toute son entièreté. Et c'est ça, je pourrais vous en parler de quelques-unes. Par exemple, au niveau émotionnel, vous savez, il y a beaucoup de honte et de culpabilité. Au niveau relationnel, l'agression sexuelle, hein, c'est quelqu'un qui a abusé de la confiance d'une personne, de sa vulnérabilité. Donc, des fois, ce que ça fait, c'est que la personne elle a de la difficulté à faire confiance à l'autre, par exemple. Il peut avoir aussi, au niveau relationnel, la part de devenir intime avec quelqu'un et pas juste une intimité sexuelle, je parle, mais une intimité de montrer sa vraie personne devant l'autre. Donc, et il y a aussi, au niveau de la revictimisation, des fois, ça peut rendre la personne plus susceptible de vivre d'autres agressions à caractère sexuel. Donc, je ne peux pas faire le tour de toutes les conséquences. Alors, les besoins des survivants d'agressions sexuelles. Alors, une chose qui semble très, très simple et banale, c'est être entendu et cru. Alors, les femmes survivantes qui viennent chez nous, souvent, n'ont pas été crues par une personne de la famille ou différentes situations. Donc, c'est très important de croire cette personne-là, puis de lui manifester qu'on la croit. Elle a ce besoin-là d'être cru, d'être entendu. C'est très important d'être en sécurité, d'être accueilli avec compassion. C'est des fois un vécu qui est difficile à dire, à nommer, ça devient vrai quand on le dit, on le raconte. Donc, accueillir ces personnes-là avec beaucoup de compassion. Les soutenir, les accompagner dans leur démarche. Les fois, les démarches sont vraiment longues, complexes, bureaucratiques. Et quand on est sous le choc d'une violence sexuelle ou d'un événement déclencheur qui fait ressurgir les mémoires d'une agression du passé,
c'est difficile des fois de se concentrer, tout ça. Donc, leur apporter ce soutien-là dans les démarches. Ils ont besoin de s'exprimer librement. Donc, tant les expressions comme de colère, où ça peut sortir de façon forte, que les peines. Un besoin, c'est aussi briser le silence. Peut-être pas avec tout le monde, mais choisir les personnes à qui elles peuvent dévoiler leur vécu d'agression sexuelle. Puis ça a un effet de réduire aussi le sentiment de honte. Être respecté dans le rythme de leur guérison. Il n'y a personne qui est pareil. Il y en a qui sont plus dans l'introspection, plus dans l'action. Donc, de vraiment respecter où cette personne est rendue. Respecter leurs choix, leurs valeurs et leurs besoins. Donc, au niveau de leur identité religieuse, culturelle, etc., de respecter où elles sont et qu'est-ce qu'elles croient et qu'est-ce qu'elles souhaitent. Comprendre leurs propres réactions. Donc, des fois, suite à un événement traumatique comme ça, la personne ne se comprend pas soi-même. Donc, mettre des mots sur les choses, apporter l'information pour se comprendre soi-même, reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, une violence sexuelle, c'est vraiment une domination. Hein? C'est donc de reprendre le pouvoir sur la vie et connaître leurs droits, leurs recours, leurs ressources. Donc, en général, je dirais que ce sont les besoins des survivantes d'agressions sexuelles. Je vous ai parlé tout à l'heure de les féministes qui voulaient proposer une autre façon de faire, puis une autre analyse de la violence sexuelle. Donc, une intervention, une approche féministe. Mais l'approche féministe a été grandement inspirée par différentes approches. Il y avait, à ce moment-là, dans les années 60, il y avait une approche qui s'appelait l'approche antipsychiatrique et il y avait aussi une approche de la thérapie radicale. Donc, les CALACS empruntent des outils de ces différentes thérapies-là. Par exemple, la thérapie radicale, ça visait vraiment de travailler avec les gens qui vivaient une oppression puis qui avaient intériorisé l'oppression. Donc, c'était de combattre ça. Donc, des approches qui étaient tout à fait en harmonie avec la vision féministe. Un outil qu'on utilise beaucoup dans les CALACS, c'est The Courage to Heal. The Courage to Heal a été aussi traduit en français, puis c'est des exercices très, très pratiques. Ça vise les victimes plutôt d'agressions sexuelles dans l'enfance et victimes d'inceste. Mais ça a beaucoup de sens pour les survivantes qui l'utilisent. Donc, je voulais vous montrer, par exemple, le processus de guérison du Courage to Heal. Donc, ça démontre différentes étapes du processus de guérison qui ne sont pas dans un ordre nécessairement établi. Donc, par exemple, se réapproprier les souvenirs de l'agression. Même si se réapproprier les souvenirs, c'est douloureux, c'est une étape importante pour vraiment sortir du déni face à des situations de violence sexuelle du passé. Se croire soi-même, c'est en lien aussi avec ça. Des fois, les femmes sont dans le doute. Est-ce que c'est arrivé? Je ne suis pas sûre si j'ai rêvé. Donc, vraiment, de se croire soi-même dans ce qui est arrivé et les mémoires qu'elles ont des agressions sexuelles. Briser le silence de l'agression, aussi qu'on retrouve aussi dans les besoins que j'ai nommés hein, pour les survivantes. Se déculpabiliser, donc mettre la responsabilité du geste à la personne qui l'a commis. Se permettre de ressentir et d'exprimer la colère, que la colère, des fois, elle peut être refoulée. Donc, des fois, elle peut sortir de façon explosive. Donc, ça crée des peurs autour de la colère, mais vraiment de se permettre de la ressentir, puis comme l'accueillir. Vivre ses peines et ses deuils, parce qu'une agression sexuelle vient avec certaines
une certaine tristesse et certaine perte de réaliser que c'est arrivé. Remettre la responsabilité à l'agresseur ou, je dirais, les personnes qui n'ont pas su protéger la personne. Donc, il y a ça aussi. Ressentir la compassion pour soi, apprendre à se faire confiance, s'orienter vers le présent et croire que la situation va s'améliorer. Donc, toute la question d'avoir l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Reprendre le pouvoir sur soi et sur sa vie et intégrer l'agression dans son bagage expérientiel. Donc, par exemple, il y a des femmes qui viennent au Calax de l'Ouest de l'île qui veulent militer, qui veulent, par exemple, co-faciliter un groupe de soutien. Donc, cette expérience-là, négative, puis et tout ça, elle peut comme donner un autre sens à ça. C'est l'utiliser pour lutter, l'utiliser pour aider d'autres femmes, par exemple. Donc, c'est de donner un autre sens aussi à l'expérience d'agression sexuelle. Donc, on va regarder l'approche féministe, la trame de fond des Calax. Donc, 3 fondements, par exemple. Et ensuite, on va regarder des objectifs et stratégies d'intervention, puis on va aller dans un peu plus concret. Alors, un des fondements, c'est le privé et politique. Donc, c'est toute la question que l'agression sexuelle n'est pas juste un problème d'une personne, un problème individuel, c'est un problème social. On voit avec tout ce qui s'est passé récemment, le mouvement MeToo et tout ça, comment ça touche plusieurs personnes, plusieurs femmes aussi, garçons et filles, et que ça a des conséquences vraiment sur le bien-être d'une personne. Et c'est pas juste un problème qui touche un individu, c'est vraiment un problème de société qui perdure. Donc, c'est un problème social. Le privé politique, c'est toute la question de qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Est-ce qu'on transforme des choses? Est-ce qu'on apporte des changements? Ou on s'adapte? Donc, ce n'est pas une question de s'adapter au système d'oppression, mais apporter des changements aux institutions, au système d'oppression, puis aussi de s'impliquer pour que ça change. L'approche holistique, c'est vraiment une approche globale, donc accueillir les survivantes en tenant compte des différentes composantes de leur vie matérielle, émotive, physique, psychologique, et en tenir compte dans le processus d'intervention. Puis une perspective intersectionnelle, donc tenir compte des différents systèmes d'oppression que peuvent vivre les femmes. Donc, outre les rapports de pouvoir homme-femme, peut-être pour une personne, qu'est-ce qui a plus de sens? Ça pourrait être la discrimination basée sur l'identité de genre, par exemple, ou le racisme, ou le colonialisme, etc. Alors, de façon plus concrète, on va regarder comment, parce que de quoi je vous parle, je sais que c'est très comme philosophique, hein, l'approche féministe. Donc, comment est-ce que ça se passe entre l'intervenante, par exemple, et la survivante? Donc, il y a la démystification du pouvoir professionnel. On a parlé des thérapies plus traditionnelles de la personne qui se positionne en expert, qui va faire un diagnostic qui va dire qu'est-ce que la personne doit faire. Là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. On essaie de démystifier ça. Alors, l'intervenante a de l'information, elle le partage, mais on essaie le plus possible de tendre vers un rapport de type égalitaire. Donc, la personne qui vient pour des services est experte de sa propre vie, puis sait quelles sont ses solutions et tout ça. L'intervenante est là vraiment pour accompagner. Okay? Donc, ça se passe comme ça. Donc, on n'est pas l'experte, mais on détient l'information. Donc, il n'y a pas un rapport tout à fait égalitaire, mais c'est vraiment la femme qui est experte de sa propre vie.
On travaille beaucoup le lien de confiance et l'alliance. Donc, quand on a vécu une agression à caractère sexuel, des fois, c'est difficile de faire confiance ou des fois, c'est faire confiance rapidement. Donc, de tisser le lien de confiance en démontrant la transparence, par exemple, et créer une alliance. Donc, les intervenantes dans les CALAC ne sont pas neutres. Hein? On a parlé de notre approche féministe, c'est pas neutre. Donc, de partager ça avec les femmes. C'est sûr que pour certaines femmes, des fois, l'analyse féministe a moins de sens pour elles. Donc, l'analyse féministe n'est pas un absolu, c'est pas quelque chose qu'on va imposer, mais c'est vraiment l'occasion de le mettre sur la table, puis en discuter, puis d'échanger autour de ça. L'utilisation d'un contrat clair, quand une survivante vient chez nous, on élabore un objectif de travail, mais ce n'est pas l'intervenante qui décide. Hein, c'est vraiment une négociation, je dirais, entre les deux. Donc, le contrat est clair et précis, donc qui vise aussi la réussite. Donc, quelque chose qui est réaliste, atteignable et renégociable. OK? Donc, ce n'est pas imposé, l'objectif. Donc, il y a aussi toute la question du processus de prise de conscience, l'action et le changement qui sont valorisés de façon égale. Donc, l'introspection, la prise de conscience, puis c'est à partir de la prise de conscience que la personne a vraiment la possibilité d'avoir une prise sur sa situation, parce qu'elle est consciente de ce qui se passe, de ses mécanismes de défense, puis c'est là que l'action ou les changements peuvent être amenés. Donc, valoriser tous les trois. La conscientisation de la pluralité des expériences d'oppression, donc toute la question des différents systèmes d'oppression, de pouvoir discuter de ça, comment ça se manifeste dans la vie, parler des stéréotypes aussi, et aussi considérer l'identité des femmes culturelle, au niveau de l'orientation sexuelle, et, etc. Puis être à l'écoute de la pluralité des expériences, pas l'évacuer. Et des décisions libres et éclairées. Donc, on accompagne aussi les survivantes pour prendre des décisions libres et éclairées. Donc, pas pour leur dire quoi faire, mais les soutenir, leur donner un point de vue, de l'information. Le respect du rythme de chaque femme qu'on a parlé tout à l'heure aussi. Donc, ça peut être aussi une femme qui dit « Moi, j'aime beaucoup lire », donc lui donner de l'information, mais une personne qui n'est pas à l'aise avec la lecture ou est analphabète, donc de s'adapter. Hein, on ne va pas imposer des façons de faire qui sont pareilles pour toutes les femmes. Un rapport égalitaire non hiérarchique, donc on tend le plus vers ça dans nos rapports. Et une démarche de groupe. Donc, on privilégie beaucoup le groupe de soutien. Donc, le groupe de soutien, ce que ça permet, c'est des femmes qui se regroupent, elles brisent le silence, elles peuvent créer des liens d'entraide, de solidarité. Puis, tout à coup, la vision plus individuelle, pourquoi moi, devient plus détachement et puis une conscientisation plus sociale et politique de la question de violence sexuelle. Parce qu'à travers le récit des autres, la personne se rend compte que ça ressemble grandement à son propre vécu. Donc, le groupe de soutien dans les ressources de type CALAC, c'est vraiment encouragé. Et le changement individuel et social, donc, permettent aux femmes de travailler sur leur vécu plus individuel, mais aussi pouvoir s'impliquer pour que les choses changent, pour pouvoir initier des projets, par exemple, qui vont avec les valeurs de l'organisme. Donc, je crois que je pourrais dire en conclusion, puis ensuite, vous allez pouvoir poser des questions ou on peut échanger sur la présentation. C'est que, comme vous avez vu historiquement, d'où les CALAC sont partis, où ils sont rendus aujourd'hui, les choses ont vraiment beaucoup changé.
Premièrement, c'était des petits centres autogérés où tout le monde décidait ensemble. Et puis maintenant, par exemple, nous, on a eu une subvention pour embaucher 2 intervenantes supplémentaires pour 3 ans. Donc, on est passé d'une équipe de 4 à comme 6, puis 6 et 2 à temps partiel. Donc, c'est pas la même réalité, hein. Euh, il y a toute la question de l'individualisation de l'intervention. Alors, les CALACS maintenant font beaucoup d'interventions individuelles. Euh, parce que les femmes aiment ça. Euh, aussi, c'est qu'on trouve de plus en plus des intervenantes qui sortent de l'université avec des bacs, des maîtrises, qui sont plus spécialisées au niveau clinique, puis qui ont peut-être moins un intérêt ou moins une conscientisation au niveau politique. Donc, tout ça mêlé ensemble fait en sorte qu'il y a beaucoup d'interventions individuelles de plus en plus qui se fait dans les CALACS. Et puis, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que l'impact est tellement différent parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dans le groupe que la vision, elle devient plus sociale et où les femmes deviennent en quelque part plus comme combatives et fâchées. Donc, il y a vraiment quelque chose qui émane du groupe de soutien qu'on ne retrouve pas dans un suivi individuel. Donc, je dirais c'est un défi de ne pas déraper puis devenir un centre qui offre juste des services d'aide. Il y a aussi toute la question de la lutte. Parfois, on a tellement de demandes qu'on met toute notre énergie sur offrir des services d'aide, répondre aux besoins de la communauté, aller dans les écoles, faire des ateliers de prévention. Tout le volet lutte peut être négligé. Donc, écrire des mémoires, participer à des activités de revendication, proposer des changements de loi, tout ça, des fois, ça peut être un peu tassé. Puis toute la question du militantisme, des fois, on encourage les femmes à devenir militantes, mais ce n'est pas toutes les femmes qui se sentent d'attaque. Des fois, quand on a un vécu de violence qui se sont répétées dans leur vie, là, elles sont un peu sous le choc, puis peut-être pas dans une situation où elles peuvent s'impliquer puis redonner. Donc, il y a toute la question du militantisme qui reste un défi. Il faut mettre beaucoup, beaucoup d'efforts pour aller chercher les femmes de la communauté, puis on est plus dans une société individualiste, donc s'afficher puis aller revendiquer dans la rue, c'est peut-être un moyen qui intéresse moins les gens. Donc, je dirais que ce sont, tu sais, comme les principaux défis des ressources de type CALACS.